Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci cette année encore de votre attachement à notre rendez-vous santé du mardi. Tout le monde a déjà vécu l'expérience d'une douleur qui s'est manifestée quelques heures ou quelques jours et a disparu spontanément ou avec la prise d'un médicament antalgique ou anti-inflammatoire. Mais toutes les douleurs ne se dissipent pas aussi facilement et notre arsenal thérapeutique s'est progressivement et disons-le considérablement réduit avec la disparition de nombreux médicaments antalgiques, anti-inflammatoires, mieux relaxants, si bien que nous nous trouvons, nous médecins et vous patients, souvent démunis face à certaines douleurs récurrentes et chroniques. Alors, peut-on quand même vivre longtemps heureux et sans douleur ? Telle est la grande question que pose le docteur Charles Cohen, rhumatologue, spécialiste de médecine physique et de traumatologie du sport, déjà auteur de nombreux ouvrages sur le mal de dos, l'ostéoporose, la fibromyalgie, la vitamine D, dans son petit dernier pour lequel il est mon invité aujourd'hui, Vivre sans douleur, quel bonheur, aux éditions Guy Trédaniel. Docteur Cohen, bonsoir. Bonjour. Merci de venir nous présenter ce travail avec vos réflexions et vos solutions, fruits d'une longue expérience et d'une proximité quotidienne avec le symptôme et la maladie-douleur qui gâchent la vie de millions de personnes et auxquelles nous consacrerons la plus grande partie de notre entretien. Nous dirons toutefois quelques mots de la démarche plus globale dans laquelle vous intégrez la prise en charge et qui tient compte attentivement du patient, ses antécédents, son mode de vie, son retentissement, car tous ces éléments abaissent le seuil de tolérance et amplifient la perception de la douleur, thème qui nous occupe ce soir. Tout à fait. La douleur, c'est un vrai plaisir d'être là, en tout cas, avec vous. La douleur, un symptôme vieux comme le monde, mais qu'on commence seulement à comprendre depuis les années 70-80 ? Oui. Oui, on connaît le mécanisme de la douleur, il y a plusieurs types de douleurs. Quelle est la définition de la douleur ? C'est une sensation désagréable qui est due à des lésions tissulaires ou sans lésion du tout. Donc, de toute façon, une douleur, et c'est un ressenti. C'est une expérience personnelle. Une expérience personnelle. Et de toute façon, il y a plusieurs types de douleurs. Bon, la plus fréquente, on voit le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les douleurs nociceptives, c'est-à-dire qu'il y a des récepteurs. On va voir. Vous allez un tout petit peu trop vite. On va voir sur les trois types de la douleur. Mais vous expliquez, on est tous inégaux devant la douleur, en fait. Oui, on est inégaux devant la douleur devant beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Certaines personnes vont ressentir la douleur beaucoup plus fortement que d'autres, de par leur état de stress excessif, de par leur état de leur sommeil, de leur sédentarité, de leur passé, de beaucoup de choses. Hein. Quel est le mécanisme de la douleur ? Il y a un centre dans le cerveau de la douleur ? Oui, il y a un centre de cerveau, ça passe par la moelle épinière et c'est donné par le cerveau. La douleur est ressentie par le cerveau. Mais il faut tout faire. Le plus important, c'est de dire qu'une douleur, de toute façon, on ne doit pas s'y habituer. On ne doit pas la laisser. On ne doit pas la laisser. Et il faut d'abord trouver la cause de la douleur. Première chose, le rôle du médecin, c'est ne pas passer à côté d'autre chose. Devant, par exemple, un mal de dos, ou un mal de genou, ou un mal de hanche, on ne doit pas dire c'est mécanique, c'est l'arthrose. On doit de toute façon rechercher autre chose, toujours penser à l'examen, avec un examen complet, l'interrogatoire, prendre le temps la première fois, toujours ne pas passer à côté d'une maladie inflammatoire, comme une spondylarthrite, de ne pas passer à côté d'une maladie infectieuse, ou d'une maladie, pas passer à côté d'une tumeur, qu'elle soit bénigne ou non. Donc prendre le temps de dire il n'y a pas de problème, faisons les examens qu'il faut si c'est nécessaire. L'interrogatoire souvent le dit, si quelqu'un a mal régulièrement, mal à la tête régulièrement, c'est pas la peine de redemander encore des examens inutiles, des IRM ou des scanners. Donc bien ne pas passer à côté d'une maladie et prendre en charge la douleur, prendre la charge de la douleur dans sa globalité, d'abord comme vous l'avez dit, prendre en charge l'ensemble de la personne, avec son histoire, son vécu émotionnel, mais aussi prendre en charge la douleur. Là, c'est très important, c'est ce que je fais depuis 40 ans que je travaille, je prends en charge la douleur là où elle est localement. S'occuper, quelqu'un qui a mal en bas du dos, qui a mal au genou, qui a mal dans les hanches, on examine, on palpe et on trouve l'endroit douloureux.
Et moi, personnellement, je fais des micro-injections superficielles, des mini-injections sous-cutanées, dont on parlera si vous voulez tout à l'heure. Bien entendu. Donc, il y a deux manifestations de la douleur. La douleur aiguë, c'est évidemment pas de celle-là qu'on parle. Vous parlez de la douleur chronique. Oui, mais je vois des fois des gens peuvent revenir pour des douleurs aiguës qui persistent, un lumbago aigu. Bon, il faut les prendre, essayer de les prendre rapidement, de le traiter avant que ça devienne une sciatique, avant que cette douleur devienne chronique. Mais effectivement, moi, j'ai surtout affaire à des gens qui ont mal depuis plusieurs mois, plusieurs années. Alors, il y a les types de douleurs. Je vous ai interrompu tout à l'heure. Vous vouliez nous parler des 3 types de douleurs. Alors, c'est des termes qui sont des termes un petit peu scientifiques, mais que vous allez nous expliciter. On dit nociceptives, c'est les douleurs. Ce sont toutes nos douleurs cutanées, nos douleurs osseuses, nos douleurs articulaires, nos douleurs musculaires. C'est déclenché par. Il y a une lésion, il y a un dommage. Au niveau des nocicepteurs, ça va être contrôlé par la moelle. C'est compliqué. Après, ça va au cerveau. Bon, les douleurs nociceptives, c'est tout, c'est le mal de dos, c'est l'arthrite, c'est l'arthrose. Il y a par ça les douleurs neuropathiques. Ça, c'est fréquent aussi. C'est les douleurs d'un nerf. Lorsqu'un nerf est lésé, ça peut venir. La sciatique, par exemple, ou une chirurgie, ou bien une chirurgie après, du post-op après une sciatique, des douleurs neuropathiques post-chirurgie, ou une sciatique, par exemple, ou les deux douleurs, lorsqu'on a coupé un nerf, on s'est lésé un nerf. Là, c'est des douleurs du nerf où il y a cette sensation de brûlure, de décharge électrique, aussi des dysesthésies, ce qu'on appelle, c'est des picotements, des fourmillements, des démangeaisons, des choses comme ça. Donc la douleur peut être prise en charge différemment. Là, vous voyez, les antalgiques a priori ne marchent pas. Les antalgiques, c'est les antidouleurs, mais là on a affaire à 2 autres types de médicaments. C'est certains antidépresseurs et certains antiépileptiques. Bon, ce sont des choses qui sont assez bien tolérées. Bon, et de toute façon, là aussi, on peut aussi traiter par traitements locaux également. Le 3e type de douleur, c'est la douleur psychique, d'origine psychique, qu'il faut prendre en charge comme toutes les douleurs. Vous dites une douleur psychique, ça veut pas dire. C'est pas de la simulation. C'est dans la tête. Il faut jamais dire aux patients c'est dans la tête. Mais il y a une manière de leur parler une fois qu'ils ont pris confiance, une fois qu'on a discuté. On peut à la fin leur dire oui, 10 à 20% de votre douleur est un peu d'origine psychique. Mais là, ils sont d'accord. Pensez, depuis le temps que vous souffrez, vous êtes un peu dépressif, la dépression va aggraver la douleur. Bon, ça il accepte, mais il faut jamais dire le mot c'est dans la tête. Ça, c'est le mot dans la tête. Mais après discussion, lorsqu'ils prennent confiance, on peut... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une partie psychologique dans certaines douleurs. Mais en tout cas, c'est pas de la simulation. Et c'est pas des douleurs imaginaires. Ils sont pas imaginaires. Non, c'est pas imaginaire. Ils souffrent autant. Il faut les prendre en charge comme les autres. Bon, alors là aussi, c'est pareil. Là, on peut avoir affaire à beaucoup. Il peut avoir aussi... ça peut être aussi un antidépresseur. Ça peut être le sport. Le sport, chaque fois qu'il y a une douleur, il y a une chose importante, c'est éviter l'immobilité, éviter la station assise prolongée. Il faut bouger, marcher. Vous insistez beaucoup dans votre ouvrage. Je vous dis, il faut favoriser le mouvement. Il faut favoriser le mouvement. Bon, c'est important. Dès qu'on bouge, on va fabriquer des endorphines. Les endorphines qui sont apparentées à la morphine, donc ils vont calmer la douleur. En plus, lorsque les muscles vont se contracter, on va fabriquer des myokines qui ont des substances anti-inflammatoires qui vont calmer la douleur. Donc, de toute façon, même quelqu'un qui a d'arthrose des genoux, des douleurs des membres inférieurs, bougez, courez à votre rythme, toujours progressivement, mais musclez-vous et bougez, faites du sport, faites le sport que vous aimez. Ça, c'est très important. Et évitez cette sédentarité. Chose plus importante, c'est la sédentarité, c'est le très mauvais. Pour ces douleurs, première chose. Deuxième chose qu'on a dit, c'est le stress excessif, effectivement, stress excessif, dépression, où il y a une diminution du seuil de la douleur, où on perçoit la douleur beaucoup plus intense. Les médicaments, je disais, Dr Cohen, dans mon lancement, que notre arsenal thérapeutique s'était réduit progressivement avec moins d'antalgiques. Oui, il y a moins d'anti-inflammatoires. Non, il n'y a pas moins d'anti-inflammatoires. C'est les antalgiques, c'est le paracétamol où ils ont des difficultés. Bon, de toute façon, vous savez, à quoi sert l'antalgique? C'est pour que ça va pas traiter la cause d'une douleur. Ça va calmer la douleur. D'abord, le Doliprane, quand ça marche, effectivement, c'est
le seul. Hein. Parce qu'après, Doliprane, paracétamol, ça va calmer effectivement les douleurs qu'on dit d'intensité légère à modérée. Bon, ça peut calmer quelques heures, effectivement. Il n'y a pas trop de problème à prendre du paracétamol quand c'est une ou deux gélules comme ça, mais attention, il y a de l'automédication, chose très importante, le surdosage en Doliprane, en paracétamol, crée des dommages au foie. Première cause en France de greffe hépatique. Donc, vous savez, les gens, quand ils prennent X comprimés pendant longtemps, ou même seulement un grand nombre de comprimés pendant une période courte, ça peut détruire le foie, donc faire attention quand même à l'usage de ces médicaments. Quand on est au-dessus, il y a les opioïdes. Alors, c'est lorsque le paracétamol de Doliprane ne suffit pas, on donne l'usage de données, dire palier 2, c'est ce qu'on appelle les opioïdes faibles. Tramadol, codéine, opium et aussi Acupant. Bon, ça il faut éviter aussi. Bon, si on a confiance, on peut donner un comprimé de temps en temps d'Isalgie ou de Lamaline, en sachant que c'est bourré d'effets secondaires. Le tramadol est très mal toléré, que la codéine, ça constipe, ça donne des nausées. N'en parlons pas, alors encore pire, c'est la morphine, les opioïdes forts. Il y en a, bon, souvent, moi je vois des gens qui sont mis sous opioïdes forts pour une douleur rhumatologique non cancéreuse. C'est pas normal. Parce que ça peut se terminer... C'était des médicaments du cancer autrefois. Et... C'est le traitement du cancer, c'est le traitement, et ça c'est un truc, j'ai cri d'alarme, c'est attention aux opioïdes forts, faibles ou forts, morphine ou tramadol, codéine, opium, attention, parce que c'est cause de centaines de milliers de morts aux États-Unis. S'il y a plus de morts, il commence à y avoir des décès en France aussi. En France, oui, en France, il y en a 4 par semaine. Il y a plus de morts par abus. Mais en France, c'est plus compliqué. On ne peut pas avoir des opioïdes comme ça. La morphine, il faut ordonnance. Il faut l'ordonnance pour la morphine, l'ordonnance sécurisée. Bon, en France, c'est la première cause de mort par overdose quand même, hein, alors que ça n'a rien à voir avec les États-Unis où ça compte en centaines de milliers de morts, les opioïdes. Aux États-Unis, il y a plus de morts. Aux États-Unis, il y a plus de morts par opioïdes, c'est-à-dire que ces gens qui prennent ces trucs pour la douleur alors qu'ils ne sont pas des douleurs cancéreuses, que les accidents de la route et les armes à feu. C'est énorme. Bon, chez nous, ça commence, c'est 4 par semaine. 4 par semaine. Parce qu'on peut... Bon, donc faites attention aux médicaments, c'est pas le médicament. Pourquoi la mauvaise réputation de la cortisone, Dr Cohen ? Non, pourquoi la cortisone ? Moi, j'aime pas trop donner de cortisone. Beaucoup de gens donnent des cortisones, par exemple pour une névralgie cervico-brachiale ou pour une sciatique au début. C'est un anti-inflammatoire. Effectivement, il faut les prévenir de manger essentiel pour qu'ils ne grossissent pas. S'ils ne sont pas hypertendus ou diabétiques, peut donner quelques jours de corticoïdes, à 2-3 comprimés le matin, ça peut aider. Mais les anti-inflammatoires, c'est bien. Quelques jours. Les anti-inflammatoires, c'est ce qu'on appelle kétoprophène, piprophénide, c'est naproxène, naprosine, c'est Mobic, c'est Felden, c'est ibuprofène. Lorsqu'on a un bon estomac, on peut donner quelques jours d'anti-inflammatoires. Avec un protecteur digestif, toujours, ça reste d'actualité. Toujours, ça. même à 20 ans, moi je mets un protecteur digestif. Attention aux reins anti, je vais vous dire, les personnes très âgées qui ont un problème d'insuffisance rénale, moi je leur donne 2-3 jours d'anti-inflammatoire non stéroïdien en leur disant de boire de l'eau, il n'y a aucun problème. Donc les anti-inflammatoires, ça traite l'inflammation et ça traite la douleur. Ça traite un peu plus la cause quand même qu'un antalgique. On parle du cannabis, c'est intéressant, c'est pas intéressant dans Ce sera intéressant dans les seuls pays en France. Vous savez, quand j'étais en Israël, quand je voyais des personnes fumer pour leur douleur, leur petite... Nous, on n'a pas le droit en France. Alors, c'est en cours. Le cannabis, c'est en cours. L'expérimentation est en cours. Dans tous les pays du monde, on en prend pour les douleurs, pour certaines douleurs rebelles. En tout cas, là, c'est en cours pour les douleurs neuropathiques et pourtant certaines d'autres cas, bon, c'est plus de notre domaine. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de cannabis en France, mais dans le cannabis, il y a 2 substances. Il y a le THC, qui est la substance qui est pas la bonne, qui est la psychotrope, qui est l'addictive. Et il y a du CBD.
Et le CBD, c'est relaxant et un peu antalgique quand même. Donc, le CBD, ça se vend un peu, ça peut aider le CBD pour relaxer avant de dormir. Ça se vend dans les pharmacies ou dans les boutiques de CBD. Et ça peut. Quelqu'un qui a du mal à dormir peut prendre du CBD, comme il peut prendre des plantes, comme il peut prendre surtout, encore mieux, la mélatonine. Vous savez, la mélatonine, quand on a du mal à dormir, lorsque la mélatonine permet l'endormissement, alors que le matin, c'est le cortisol qui permet de se réveiller. Donc, le cannabis, pour l'instant, on attend. Sur le mal de dos, vous consacrez plusieurs pages, bien évidemment, dans Toujours. le cadre de votre spécialité. C'est tellement fréquent. Au mal de dos, et vous dites l'usure des disques est souvent à avancer, mais c'est pas le facteur le plus important. Alors, des maux de dos, on en a de plus en plus. Alors les confinements et l'épidémie n'a rien arrangé. Ils ont arrêté leur sport certainement en partie. Ils ont stressé, ils ont grossi. Alors là, ça n'arrête pas. Les gens qui viennent, j'ai mal en bas du dos, ou j'ai la sciatique quand la douleur descend. Bon, et les femmes, c'est plutôt le cou et les trapèzes. Et le coccyx, vous dites aussi. Le coccyx, oui, on voit quelques douleurs de coccyx. Qu'est-ce que vous me disiez ? Vous expliquiez que là, on parlait du mal de dos. Je voulais qu'on dise un mot sur l'arthrose. Vous dites l'arthrose, c'est pas une fatalité. Non, mais l'arthrose, l'arthrose, c'est une maladie. Si on a une arthrose du genou, l'arthrose de hanche, c'est une maladie, qui peut faire mal, ou qui nécessite un traitement, qui peut aller même jusqu'à la chirurgie. Bon, ça nous problème. L'arthrose dans la colonne, les pincements de disque, la discarthrose et l'arthrose des articulations postérieures, ça existe à partir de 40 ans. D'accord ? Donc, tout le monde en a. À 50, 60, 70 ans, si on fait une radio du cou ou du bas du dos, il y aura toujours des pincements de disque et de l'arthrose postérieure avec le canal lombaire qui se rétrécit. Bon, maintenant, certains en souffrent. Certains ont beaucoup d'arthrose et ne souffrent pas, et à l'inverse... Et ça en plus, certains ont beaucoup d'arthrose et n'en souffrent pas, et d'autres, on va trouver quasiment rien, ils vont souffrir. Bon, de toute façon, ne jamais passer à côté de quelque chose. Bon, l'arthrose, j'ai mal parce que j'ai l'arthrose. Bon, ça veut pas dire grand-chose au niveau de la colonne vertébrale, puisque tout le monde en a. Et il faut surtout rassurer les patients et leur expliquer qu'il y a plusieurs choses. Il faut leur expliquer qu'il faut bien dormir, qu'il faut faire du sport, qu'il faut se détendre, se faire plaisir. C'est important aussi. Vous savez, tous ceux qui prennent les choses du mauvais côté, les racratiques, ceux qui sont, ils vont ressentir les douleurs plus importantes que les autres, hein, c'est tout. Vous insistez dans votre ouvrage sur le rôle du surpoids. Alors, en particulier sur les articulations portantes, la hanche et surtout le genou. Le poids, bien sûr. Ça, le poids, c'est mauvais. Le poids, c'est très mauvais. La graisse abdominale profonde est mauvaise. Elle est mauvaise pour le cœur, elle est mauvaise pour les cancers, elle est mauvaise pour l'apnée du sommeil, pour les mauvaises pour bonnes choses. Les chiffres que vous donnez sont impressionnants. Vous dites une personne de 80 kilos fait supporter 320 kilos à ses genoux, et vous expliquez, vous dites si elle perd 10 kilos, il y a 40 kilos de charge en général, moins. quand on marche, c'est 4 fois le poids du corps sur les genoux, et quand on court, c'est 6 fois ou 8 fois le poids du corps sur les genoux. Donc, c'est important. Ça, c'est important. D'abord, en parlant de poids, il faut pas aller brutaliser les patients. Il faut aller doucement. Et souvent, malheureusement, quand ils viennent pour un gros genou, et c'est souvent pour un genou douloureux, arthrosique, il faut bien leur dire tout de suite, j'ai la question qui fâche, ne vous vexez pas, mais il faut penser à ça. Bon, vous préviens tout de suite, vous n'y arriverez pas toute seule. Parce que les gens, ils vont tous me dire, de toute façon, je mange pas, je mange très peu, je fais attention, bon, c'est compliqué. Allez voir un spécialiste, faites-vous assister, allez voir un nutritionniste, ça c'est important. C'est évident que c'est évident que le poids va surcharger le bas du dos, c'est-à-dire la colonne vertébrale, donc plus de douleurs lombaires, plus de lombalgie chronique, et va surtout aussi, donc, aggraver les douleurs et aggraver l'arthrose des hanches et des genoux. Donc quelqu'un qui a une arthrose du genou, même évoluée, on va la traiter, on va l'infiltrer, on va faire les petits trucs, mais même si on doit discuter une prothèse, on doit les faire maigrir avant, on doit d'abord, les faire maigrir, et les confier au kinésithérapeute pour qu'il muscle les quadriceps, muscler les fessiers, faut bien muscler, et bon, et après c'est tout. Et s'il faut opérer une arthrose du genou, ou une arthrose de hanche, on l'opère, mais c'est toujours en dernière intention, c'est toujours le patient qui doit le dire, je veux me faire opérer. Nous, on propose, on sait ce qu'ils ont, et on dit, décidez vous-même,
Oh, et des fois, ils tiennent avec leur arthrose, ils n'ont pas si mal que ça, ils continuent à bouger, à marcher. Vous utilisez une technique spécifique qui n'est pas de la mésothérapie, docteur Cohen, qui sont des injections locales superficielles. Je fais ça depuis 40 ans. J'ai compris très vite en faisant rhumatologie qu'on voyait en fait, bon, je vous ai dit faire un diagnostic, faire de la belle médecine, d'accord, mais enfin ça c'est pas très difficile, hein. Mais il faut soulager. Il faut soulager. Et si c'est pour dire aller faire de la kiné ou aller faire un IRM ou aller prendre un comprimé de paracétamol, bon, franchement, ils peuvent aller voir ailleurs. Bon, donc j'ai tout de suite compris qu'il fallait traiter là où on a mal. Non, j'ai tout de suite touché, on touche, on palpe, on touche les muscles, on touche les ligaments, on touche les tendons, je pince la peau. Le mieux, c'est de pincer la peau. Quelqu'un a mal à un endroit, on pince la peau, à un endroit précis. Quand on pince la peau, c'est pas très agréable. Mais à un endroit précis, il va sauter en l'air, va dire, il va avoir très mal. C'est là qu'il faut piquer. Donc on va trouver 2 endroits de peau, 3 endroits de peau à piquer, ils n'auront plus mal. On traite là où on a le problème. Donc j'injecte en sous-cutané, je mets beaucoup de xylocaïne, c'est un anesthésiant pour diluer en fait, tout simplement. C'est pour pouvoir faire... Pour calmer la douleur. Oui, mais ça va calmer 1 heure, c'est tout. C'est les autres produits qui vont calmer. Là, c'est pour diluer, pour pouvoir faire 3, 4, 5 injections si l'endroit est plus diffus. Donc je mets de la xylo, je mets une ampoule d'anti-inflammatoire non stéroïdien, je mets une petite ampoule très légère de corticoïdes, et je fais les points douloureux. Je donne en général, éventuellement, si on a besoin, 2-3 jours d'anti-inflammatoire pour la forme, mais pas obligatoire. Chose importante aussi qu'on doit parler, c'est la vitamine D. Hein. Bien sûr. D'accord. Et je prescris la vitamine D. Parce que tout le monde en a besoin, quasiment tout le monde en a besoin. Bon, la personne qui a 30 ans, qui part à Marrakech ou qui vit au soleil, c'est pas la peine. Mais sachez qu'avec l'âge, on en produit de moins en moins. Un exemple, à 70 ans, on prescrit 7 fois moins qu'à 20 ans. Donc, en plus, on vit dans certaines zones où on n'a pas de soleil. Donc, vitamine D à tout le monde. Alors, vitamine D à tout le monde, comment? Pourquoi vitamine D à tout le monde? D'abord, bon pour les os, bon pour les muscles, bon pour l'inflammation. En plus, surtout, maintenant, pourquoi? Et moi, j'étais le grand partisan pendant la période de confinement. C'est bon pour l'immunité. Le fait d'avoir une bonne dose de vitamine D, je vous dirais, c'est soit tous les jours, soit tous les mois, le fait d'avoir une bonne dose de vitamine D va stimuler notre défense immunitaire. Eh ben, moins de cancer, moins de maladies inflammatoires auto-immunes, et il y a eu, et c'est certain, que moi je le fais depuis les confinements, que mes patients et mes amis qui étaient sous vitamine D n'ont pas eu de forme grave de Covid. Il n'y a pas eu mort. Il n'y a pas eu de mort. Donc, alors, ça vaut pas cher en plus, ça vaut bon. Donc il suffit d'en prendre. Le problème, c'est d'en prescrire. De toute façon, on savait que la vitamine D permet de mieux résister aux infections bactériennes et virales. Ça, on le savait. Qu'on fait moins de grippe, moins de maladies nosocomiales, moins de maladies, surtout des voies respiratoires. Pourquoi pas le Covid? Pas seulement sur la vitamine D, votre livre, vous expliquez qu'il est important de bien dormir, qu'il est important de gérer son stress, d'éviter l'isolement, de faire attention à son microbiote intestinal. Faut faire attention au microbiote, faut manger varié, équilibré, penser aux oméga 3, fruits et légumes, très important, fruits et légumes, c'est riche en fibres et en antioxydants, bon pour le microbiote. Les oméga 3, très chose importante. Fruits et légumes, très important. On parle beaucoup de bio. Bon, on peut acheter du bio, effectivement, mais dans nos régions, c'est pas évident. Du bio, le bio des grandes consommations, là, c'est pas du bio. Donc, il suffit de tremper vos fruits et vos légumes pendant 10 minutes dans de l'eau avec soit du vinaigre blanc, soit du bicarbonate de soude. Eh ben, vous enlevez les pesticides. C'est important, c'est ce problème de pesticides, ce qu'on mange. C'est important pour nos enfants. Il y a beaucoup de décès, je trouve. Quand on se demande d'où ça vient, ça vient probablement de cet environnement qui est vraiment malsain en ce moment. Donc, attention. Donc bien penser à mettre ces fruits, ces légumes, surtout les cerises, les fraises, les tomates, les pommes. Bon, c'est vrai, si on épluche une pomme, on enlève la majorité des pesticides, mais on enlève quasiment la majorité des bons nutriments qu'on a besoin. Donc, dans vinaigre blanc,
ou bicarbonate de soude, vous laissez 10 minutes, après vous rincez, c'est fini. Voilà, on a compris une démarche qui est une démarche globale. Il ne faut pas traiter que la douleur, mais aussi les conséquences sur l'activité physique, sur l'humeur, sur le sommeil, sur le retentissement social et personnel. Voilà, je rappelle le titre de votre ouvrage, Vivre sans douleur, quel bonheur, chez Guy Trédaniel, éditeur. Docteur Cohen, je vous remercie beaucoup. Merci Serge.